Chapitre 2. Le Rodriguez Group Léopard 27M Open, sur lequel il avait effectué le bref voyage aller-retour à Calvi, lui avait été prêté pour la circonstance par son ami de la rue du Sepoun Saint-Martin à Saint-Tropez. De la part du sénateur, avait-il dit. Il n'avait pas cherché à comprendre, imaginant que ce n'était pas sa propre réputation qui avait justifié la mise à disposition d'un yacht exceptionnel, mais plutôt la forte personnalité du personnage qu'il devait y recevoir. Le plus clair de la réunion s'était en effet passé à bord du Léopard 27M. Celui-ci filait bon train sous la main experte de Gunther, le marin un peu garde du corps à ses heures, qui veillait jalousement au pilotage et à l'entretien de ce somptueux bateau aux allures de fusée. Il considérait cette tâche comme un honneur et une preuve supplémentaire de confiance, et ne tarissait pas d'éloges sur les qualités du magnifique jouet qui lui avait été confié. « C'est vrai yacht de croisière, monsieur, » disait-il avec son parler typique. « Extraordinaire pouvoir atteindre et garder longtemps 35 nœuds avec excellente tenue en mer. Aucun passager malade. Bateau très sportif avec carène renforcée et tirant d'eau faible. Ne rêve pas, Gunther, il n'est pas question de l'acheter. Combien le tirant d'eau? Serait-ce possible de mouiller dans notre crique? Monsieur, 1,75 m seulement, une très petite aménagement pour notre crique. Je peux faire... Je vois cela, oui, un peu de C4 et boum. Si tu recommences à avoir de telles idées, je ne t'emmènerai plus à Calvi, dit Lix, qui regretta vite d'avoir trahi les silences de Gunther sur son ancienne vie de légionnaire. Calvi, c'était la Mecque pour Gunther. Son ancien chef de corps y était basé. 5 ans, cela marque son homme. La veille, depuis le yacht amarré dans la baie, il avait vu ses anciens frères d'armes sauter. Un stick complet. L'avion avait lâché un long chapelet de petits bérets verts sur 1 kilomètre. La lente descente sous ses yeux de ses poings dans le ciel avait fait remonter à la surface d'inoubliables souvenirs. À quelques secondes d'intervalle, après une descente d'au moins 15 minutes, les hommes étaient arrivés un à un, touchant le sol dans le même carré de 5 mètres sur 5. Gunther, lui, avait suivi l'entraînement de parachutiste homme-grenouille. Il n'ignorait rien des armes et des explosifs, mais n'en parlait jamais. À la fin de son engagement de 5 ans, il avait préféré se recycler et n'avait jamais fait état de sa spécialisation marine. Autour de lui, tout le monde savait, mais respectait son silence. Il reprit son pilotage sans un mot, appréciant le vrombissement doux comme une caresse des moteurs prêts à déchaîner leur puissance contenue à la moindre sollicitation. La manœuvre, extrêmement simplifiée par son poste de pilotage dépouillé mais très complet, n'en demandait pas moins une certaine dextérité si l'on tenait compte à la fois de la taille de cet engin, de 60 tonnes, et des 2 moteurs de 1800 chevaux. Dès qu'il avait reçu le mystérieux appel qui le conviait à prendre en charge ce luxueux bateau pour quelques jours, Francis s'était fait une joie secrète de profiter de l'occasion pour passer 2 jours à bord avant la réunion, histoire d'en tester l'habitabilité. Non pas qu'il fût frustré de vitesse ni de mer, le Cigarette 42 Tiger qu'il possédait en propre, conçu comme un bateau de course, alliait performance et plaisir de pilotage et lui permettait d'atteindre des vitesses inimaginables sur l'eau, pour peu que les conditions météo et l'état de la mer l'autorisent. C'était un exemplaire unique, poussé à l'extrême, pouvant emmener 4 personnes pour des promenades surréalistes. Il l'avait trouvé en Floride et fait rapatrier à Saint-Tropez pour ses déplacements locaux. Arriver chez Sénéquier par la mer était un must, une tradition à laquelle Francis devait se plier s'il voulait paraître normal dans cet univers dingue de Saint-Trope. Le Léopard, 27 mètres de long sur 6 de large, avec ses 4 cabines et son salon pleine largeur, offrait une stabilité et un confort dont il n'avait pas encore eu le temps de se lasser. Il avait eu envie de le posséder dès qu'il en avait pris livraison. Mais quand trouverait-il le temps de prendre la mer ? Il était bien trop engagé dans ses diverses activités. Il ne voyait déjà que trop rarement sa famille. Plus tard, peut-être. « Communication de Paris, monsieur !» annonça Gunther, alerté par le moniteur en face de lui. « Télécharge et imprime. Je lirai plus tard, je ne suis pas encore réveillé. » Sans qu'il n'égale l'installation dont il disposait dans sa villa de Saint-Tropez, le matériel de liaison standard embarqué avait constitué une bonne base. Il l'avait fait compléter au pied levé par une station Sun avec une émission-réception satellitaire à haut débit réglée sur le propre équipement de sa société parisienne. Ne pouvant disposer à bord de toute la puissance du matériel sophistiqué de son siège, il s'était contenté d'être à même de le piloter depuis le bateau. Il faut dire que Lix était quelque peu l'esclave de sa propre technologie.
Confortablement installé dans le salon décoré en dégradé de bleu et de blanc dans un environnement de bois précieux laqué, il fit coulisser le hardtop hydraulique pour profiter d'un soleil déjà ardent et d'une brise revigorante. Il repensait avec satisfaction ces 2 jours passés à Calvi. Le sénateur Pacini l'avait convié à une réunion d'études sur la Corse pour être mis à jour sur les flux de capitaux dans cette belle région et tenter d'en savoir plus sur les dessous des affaires. Par affaires, il entendait bien sûr business et rien d'autre, et c'était pour pousser plus à fond ses investigations avant et pendant la réunion que Lix avait estimé devoir améliorer les transmissions du bateau. Décupler serait un mot plus approprié. Il avait accepté la mission que lui avait confiée cet homme parce qu'il le considérait comme un père spirituel. Monsieur le sénateur, je suis très honoré de la confiance que vous me témoignez. Je tiens toutefois à préciser, avait ajouté Lix, que je n'approfondirai jamais ni les objectifs politiques, ni leurs raisons, ni leurs justifications. Je ne peux être qu'un expert en information sur tout ce qui concerne les capitaux et la gestion des entreprises. Vous m'offrirez bien en prime quelques détails croustillants, rétorqua le sénateur narquois. Cela fait bien partie de mes attributions. Quelques indiscrétions utilisées à bon escient pourraient permettre de susciter une meilleure coopération de la part des chefs d'entreprise victimes de leurs excès. Il ne fallait pas en compter au sénateur. C'était un vrai pro du renseignement et des réseaux parallèles. Il avait longtemps bourlingué dans les arcanes du pouvoir, avec De Gaulle, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On lui prêtait quelques actions sulfureuses vers la fin des événements d'Algérie, au moment où les Français se déchiraient entre eux et où les polices parallèles foisonnaient. Mais c'était après la grande vague d'indépendance qui avait libéré les différents pays d'Afrique qu'il avait donné toute la mesure de ses capacités d'organisateur de l'ombre. Il excellait tout particulièrement à traiter les dirigeants fantômes qui s'étaient succédés en Afrique à partir de cette période. Il n'avait pas son pareil pour obtenir par tous les moyens le partage des ressources naturelles de ce beau continent avec le reste du monde. Ces liens étaient multiples et englobaient de vastes secteurs d'activité. Terriblement méfiant, il ne donnait sa confiance qu'après une longue mise à l'épreuve. Mais il était par la suite d'une nature très fidèle. Son premier niveau de relation englobait les ramifications de sa famille corse, dont l'ancêtre vivait encore dans son village natal, sur les hauteurs du pays. Ce réseau-là couvrait toute la France et une bonne partie du continent africain. Dans ce milieu, la frontière entre gendarmes et voleurs, hommes d'affaires et trafiquants, politiciens authentiques et affairistes était plutôt ténue. 2 certitudes habitaient Lix à son sujet. Son engagement à améliorer les conditions de vie en Corse paraissait solide et sincère. Sa connaissance du milieu pétrolier et de ses ramifications dans tous les pays d'Afrique était exceptionnelle. Il entretenait avec le chairman des relations suivies et fructueuses dont Lix n'avait qu'une notion partielle. Ce dernier avait profité de ce voyage d'études pour tenter d'approfondir ses propres informations sur le sujet. Pas facile de délier la langue d'un sénateur aussi retors. « J'admire Monsieur Macpherson, avait-il dit en trahissant ses origines du Midi, car il a le sens inné de la conquête. Il n'est pas très grand, mais il se dégage de sa personnalité une puissance et une détermination qui me rappellent ce que j'ai lu sur Napoléon. Lui non plus n'était pas très grand. N'empêche qu'il en a fait baver à tous les Européens, et qu'il a construit une France forte. J'admire aussi ses choix en matière d'urbanisme. La ville de Paris ne saurait pas ce qu'elle est sans lui. En fait d'urbanisme, savez-vous qu'au début du siècle, la famille Macpherson a racheté les vieilles pierres et les plans de l'abbaye de Saint-Thibault en vallée de Chevreuse et l'a reconstruite au Texas? Je ne suis jamais allé chez lui à Houston. Il faudrait que je fasse le voyage. Peut-être voudra-t-il bien m'inviter à l'une de ses réunions. Il brasse des affaires à un niveau surprenant. Ses associés nagent dans le pétrole. Remarquez, c'est un peu normal pour des Texans. Rien de bien précis n'était sorti de cette conversation. Peut-être le sénateur était-il logé à la même enseigne que Lix, utilisé et rétribué pour ses compétences, laissé dans le flou concernant les ramifications des tortueuses entreprises de Macpherson. Paradoxalement, lorsqu'il s'agissait de connaître les flux financiers des vraies affaires et les besoins d'une région comme la Corse et sa population, Pacini manquait d'une vision claire et chiffrée. Lix avait eu fort à faire pour arriver à le sortir de ses raisonnements ésotériques et à lui apprendre à utiliser son esprit avec une rigueur inflexible. Ce n'était pas un domaine où l'on pouvait d'une façon viable faire emploi de la terreur ou de la contrainte sur une longue durée. Le résultat à terme était immanquablement la fuite des capitaux. Lix lui avait fait voir ce dont l'entreprise Lix était réellement capable. Il lui avait appris la pression mesurée, la rétribution des efforts. Dès qu'il s'était agi de ce qu'il appelait les détails croustillants, l'élève Pacini avait rapidement dépassé le professeur Lix.
En ce qui concernait l'élite corse et les dirigeants de sociétés de toutes origines installés dans la région, Francis Lix avait fourni ample matière pour alimenter ses fichiers, et l'avait fait à la satisfaction totale de son client. De quoi lui permettre de marcher carrément sur les pieds des gêneurs de mauvais aloi. Même si ses intentions concernant la Corse étaient pures, le sénateur n'était pas un enfant de cœur. Loin de là, il avait de quoi les faire manger dans sa main. Lix refusait totalement de plonger ne serait-ce que le petit doigt dans ce qui concernait les réseaux, les hommes de l'ombre et la politique pratiquée à coups de bombes et de meurtres. De toute façon, le sénateur disposait de conseillers beaucoup mieux informés que lui sur le sujet. Ces procédés pourraient être qualifiés d'enfantins, disait Pacciani avec sa faconde méridionale, s'ils ne causaient pas parfois la mort d'hommes qui, en d'autres temps et en d'autres lieux, auraient pu apporter une importante contribution au bon fonctionnement de la République. Son côté idéaliste et optimiste. « Bonjour Francis chéri, café ?» dit une voix cassée émanant de l'escalier. « Bonjour mon chou, tu m'as l'air bien réveillé ce matin. » Claire émergea du décor de bois précieux de la somptueuse cabine avant, comme d'une bonbonnière, d'une boîte à musique plus précisément. La porte s'ouvrit, laissant échapper un flot discret de musique classique légère, et elle, un vrai cadeau de la nature, mais avec ce qui ressemblait fort à une gueule de bois, à voir les grimaces dont elle gratifiait son ami de cœur. Rien de bien grave cependant, et qui ne pourrait être réparé par un bon café bien fort et quelques tartines goulûment avalées par cette croqueuse de vie. La porte se referma et le silence revint. Sa chevelure au burn encore lâchée à la diable suivait les mouvements incertains de son déplacement ensommeillé. Pieds nus, elle avait enfilé un maillot de bain une pièce, très échancré aux hanches, qui affinait sa silhouette tout en couvrant suffisamment de son corps pour éviter de déconcentrer Gunther au poste de pilotage. À 30 ans, cette belle plante d'1,75 m, aux pommettes saillantes et au nez droit, arborait un sourire distingué et un regard puissant qui signifiait distinctement qu'elle n'avait pas l'intention de se contenter d'être belle et de se taire. Ses professeurs d'économie politique n'avaient pas perdu leur temps avec elle. Lix s'en était vite aperçu lorsqu'il avait fait sa connaissance au cours de l'un de ses nombreux cocktails auxquels il était régulièrement convié et qu'il détestait fréquenter. Elle justifiait largement les émoluments conséquents que ses clients payaient lors de ses missions auprès d'eux. Pour elle et Lix, cette fois-ci, la mission avait été un prétexte de retrouvailles, les moments qu'ils parvenaient à arracher à leur emploi du temps surchargé étant toujours trop brefs. L'idylle qui était née entre eux quelques mois plus tôt les avait pris de court. Ils s'étaient plu dès le premier instant lors de ce cocktail. L'un comme l'autre devait ressortir de la grisaille de cette foule d'hommes et de femmes d'affaires, pressés d'aller prendre leur verre au buffet, après une conférence qui avait traîné en longueur. Dans un premier temps, c'était sa taille supérieure à la moyenne qui avait attiré l'œil de Lix. Puis, l'intensité du regard rencontré l'avait accroché, pour ne pas le lâcher pendant 3 longues secondes. Par politesse et par décence, Lix avait détourné la tête, paraissant s'intéresser aux paroles de son voisin. Mais en même temps, il avait calqué ses déplacements sur ceux de cette fille surprenante, jusqu'à ce que, par hasard, ils se retrouvèrent côte à côte. Leur premier contact fut aisé. Paradoxalement, les pommettes volontaires et incontestablement la beauté de son visage et de sa silhouette constituèrent soudain presque une barrière que Lix n'osait plus franchir après cette approche cousue de fil blanc à laquelle il s'était livré. Il avait rompu dès les premiers engagements. La fascination était trop forte et annonçait les prémices d'un rapport compliqué. Même s'il entretenait avec sa femme et ses enfants à Bois-le-Roi des rapports très élastiques, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il puisse avoir une relation suivie avec une autre femme. Une soirée occasionnelle, peut-être, mais sans plus. Malgré la distance, sa famille comptait beaucoup. L'amour que celle-ci suscitait était empreint d'un tel respect qu'il lui semblait ne pas pouvoir accepter de partage. Non que son épouse n'ait à aucun moment exprimé la moindre jalousie ni la moindre suspicion. Dès le premier instant, cette rencontre ne lui avait pas paru devoir être sans lendemain, d'où la réticence et la gêne qui avaient provoqué ce rejet presque immédiat de sa part. Mais la vie a de ces coïncidences auxquelles il est difficile de résister. Moins d'1 mois plus tard, il l'a retrouvée autour d'une table de négociation, comme conseillère de la partie adverse. Sous le charme, ils ne résistèrent plus et laissèrent la nature les guider vers des instants rares mais passionnés. La balade dans ce somptueux yacht avait été un vrai délice qui tirait malheureusement à sa fin. « La fin de la soirée d'hier chez Tao m'a achevé. Le sénateur est décidément increvable. Quelle santé et quelle descente, dit-elle, la voix un peu rauque.
Tu sais, en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. Ce n'est pas comme un petit bébé comme toi, surtout après ce que tu as biberonné. Tu as fait forte impression sur lui et sur ses amis, Philippe et Michel. Cette île est bizarre, tu sais. À un moment, j'ai été prise d'une certaine inquiétude. Il m'a semblé que l'atmosphère aurait pu devenir explosive autour de nous. La musique, les chansons tirées du folklore corse ont-elles été pour quelque chose dans ton impression? Non, c'est autre chose. Je crois que le sénateur n'était pas du goût de certains Corses de l'assistance. Et puis cela s'est estompé. Je ne sais comment, dit-elle. Il ne fallait pas t'inquiéter. As-tu vu pourquoi rien ne s'est passé? Je l'ai ressenti, mais je n'ai rien vu. En effet, certains clients du bar s'étaient échauffés. Un conciliabule à voix à peine discrète s'en était suivi. Leurs yeux lançaient des éclairs rentrés. Une action semblait prête à s'enclencher. Le patron, derrière son piano, égrenait des chants corses, alliant douceur et puissance. Absorbé par son art, il semblait étranger à ce qui se passait dans la salle. Tout pouvait mal tourner, et ce n'étaient pas les 3 serveuses qui auraient pu faire un rempart de leur corps pour éviter le pire au sénateur dans ce pays au sang chaud. Derrière ton dos, le fils du patron faisait les honneurs de la boîte à quelqu'un. J'ai entendu ma voisine à la table d'à côté l'appeler le messager, explique Alix. Drôle de surnom. Un homme à moustache fine, 27, 28 ans, raide, impénétrable, pommettes taillées à la serpe. Tu vois qui je veux dire? Il faisait très jeune, sauf ses yeux. Des yeux de faucon. Les yeux d'un type qui a vu la mort de très près et pas la sienne. Je crois que je vois de qui tu parles. Je l'ai remarqué en entrant, sauvage comme un montagnard. Sa compagne avait les cheveux châtains avec des mèches blondes, sérieuse, attentive. Elle le regardait tout le temps, à la fois frêle et forte. Belle, mais les traits taillés au couteau, et le nez aquilin, les muscles longs, les attaches fines, comme une sportive ou quelqu'un d'entraîné. Ni l'un ni l'autre ne cadrait avec la clientèle plutôt touristique du bar. Celle qui avait un air d'avoir longtemps vécu dans l'arrière-pays, si tu veux dire plusieurs générations, c'est elle. Lui a juste posé son regard sur le groupe de récalcitrants, puis l'a regardé. Alors elle s'est penchée vers eux, pâle, sèche, elle a prononcé 2 mots, et ils se sont levés en silence, se sont dirigés vers la sortie, le type en question sur les talons. 3 minutes après, ils étaient de retour. Les autres, envolés. Dès leur départ, l'atmosphère s'est détendue. Personne d'autre n'a essayé. Je crois que c'est pour cela qu'on l'appelle le messager. Quand il parle, on l'écoute, comme si sa voix venait d'ailleurs. Il vaut mieux lui obéir, paraît-il. Alors c'était le garde du corps du sénateur? Je croyais qu'il était sorti sans nounou. Surtout ne va pas dire ça au messager. Lui, il commande, et ce n'est pas à nous de savoir d'où il tient sa force ni son droit de commander. Sa compagne est la fille d'un roi des montagnes, je crois. C'est un monde à part. Ils adorent le mystère. Le sénateur y est très bien introduit pour un homme qui refuse les compromissions. Je ne sais pas comment il l'a fait, ajoute Alix. Cela tient de famille. À l'énoncé de cette péripétie, Gunther, au poste de pilotage, n'avait pas pu s'empêcher de prêter l'oreille. Il se souvenait très bien de la même scène, mais vue sous un autre angle. De faction devant la porte du club, il avait vu sortir cette bande d'excités suivie par le montagnard seul. Il avait de suite compris son manège. La lame avait, lui, sorti de nulle part. Le messager avait promptement balafré le récalcitrant. D'un œil froid, il avait stoppé net les velléités de riposte. « Dégage !» avait été son seul commentaire. Les autres n'avaient pas demandé leur reste. N'ayant pas vu ce qui s'était passé à l'intérieur, Gunther ignorait alors que le sénateur était en cause et n'avait pas jugé bon d'en parler à Monsieur Lix. Il ne pouvait rien dire maintenant, il n'était pas censé écouter les conversations. En tout cas, conclut Claire, avec les biographies que tu lui as fournies, il va pouvoir naviguer comme un poisson dans l'eau dans le monde de l'économie corse. Je le crois sincère lorsqu'il dit qu'il veut contribuer à améliorer l'état de la région de ses ancêtres. Oui, mais par quels moyens, pensa Francis. Comme il la voyait apte à tenir une conversation de plus de 2 mots après qu'elle se fût rassasiée, il posa un regard différent, équivoque sur elle. « Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas ça ?» dit-elle en cherchant à comprendre. « Tu sais que tu n'as pas été très gentil en rentrant hier soir. Je me suis presque fait virer. Te rends-tu compte? Une si belle cabine. » Tu as de la chance, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. D'ailleurs, ce matin, je ne l'ai pas vraiment regardée non plus, cette cabine. C'est la 3e qu'on essaye en 3 nuits. Tu veux m'expliquer comment elle fonctionne, celle-là, puisque le sénateur n'a pas voulu l'utiliser? Et pourquoi un ordinateur pour régler la musique, la lumière et même le lit? Viens par ici, toi. Je suis sûr que tu as une idée derrière la tête, dit-il en la traînant dans l'escalier. À peine arrivé, il pianota rapidement d'une main sur le clavier de l'ordinateur posé sur un comptoir près du lit, sans lâcher sa proie. Les lumières changèrent, la musique également, et le lit se mit à avoir une vie propre. Il la jeta dessus et contempla le résultat de ce mouvement désordonné, comme s'il essayait de lire l'augure après avoir jeté les pierres consacrées dans un sable préparé pour quelque messe noire. Il s'approcha d'elle et entreprit de la peler doucement, roulant son maillot précautionneusement en commençant par les bretelles qu'il fit descendre sur ses bras.
Bientôt apparurent les pointes de ses seins, et Claire libéra ses bras des bretelles maintenant arrivées à hauteur de ses coudes. Elle en profita pour arranger ses cheveux éparses autour de son visage, tandis que Francis continuait à rouler lentement le maillot de bain rouge. La poitrine totalement bronzée de son ami se dressait à quelques centimètres de lui. Son souffle accéléré par cette vision la caressait en provoquant une sorte de chair de poule. Instant éternel de la découverte, parfaite féminité d'une partie de ce corps à cette minute entièrement tendue vers l'amour. Lix arrêta son geste, inspira lentement, relâcha son souffle chaud sur elle une nouvelle fois, s'extasiant encore de l'effet produit, puis recommença à éplucher le reste, en roulant la pièce de tissu élastique sur son ventre plat, jusqu'à faire apparaître. C'est le moment que choisit Gunther pour annoncer « Monsieur, nous arrivons en vue des pointes de la Rabiou ». Je ne savais pas que ça portait ce nom-là, dit-il à voix basse à l'adresse de sa compagne. Et puis, comment a-t-il vu que j'y étais arrivé, ajouta-t-il en posant familièrement la main sur l'entrejambe de Claire, maintenant que le charme était rompu. Impossible dans ces conditions de poursuivre ce qu'il avait entamé. Tant pis. Claire, restée sur sa faim, se souviendrait encore mieux de lui, se dit-il, un rien macho. Passe d'abord à Sainte-Maxime pour accompagner madame, demanda-t-il à Gunther en ajoutant à l'adresse de Claire, ça nous fera toujours 20 minutes de plus ensemble. Non, lâche-moi, pas maintenant. Il faut que je me prépare. Quand viendras-tu à Paris? Je t'appelle dès le 10. J'ai un meeting à préparer avant. 20 minutes après, ils étaient tous les deux sur la jetée, essayant d'éviter le stéréotype des adieux touchants, l'œil tout de même brillant. Claire lui rappelait beaucoup sa première fiancée, mais il ne voulait ni y penser, ni à plus forte raison en parler. Elle était libre et d'autant plus belle. Sa voiture l'attendait. Elle continuait sa tournée. Il se reverrait à Paris. Du moins, que dans sa tête. Paris qu'il réservait à son épouse. Peut-être aurait-il l'occasion de s'échapper vers Honfleur. Gunther mit le cap sur la pointe de Rabiou pour ramener Lix avant d'aller restituer le Léopard 27M à Saint-Tropez. Non sans avoir vérifié qu'il le laissait en bon ordre. On a sa fierté de marin. Lix pilota durant les derniers miles pour garder en mémoire l'effet que cela faisait de dompter ce superbe animal. Arrivé aux abords de la villa, il mit en panne, laissa le bateau courir sur son air le temps de plonger et de rentrer à la nage. Gunther pouvait bien le ramener seul. Il était attendu à Saint-Trope pour les manœuvres d'accostage. Et connaissant son homme, Lix savait qu'il en serait d'autant plus fier. Il lui fallut 5 bonnes minutes d'une nage vivifiante pour rejoindre la jetée du mini-port de sa propriété. Il prit une serviette dans le hangar à bateau et se dirigea d'un pas alerte directement vers une anfractuosité dans la falaise.